le coup de marteau. Guy de Lafortelle, fondateur de la lettre de l'investisseur sans caution. Bonjour Guy. Bonjour Clémence. Alors, vendredi dernier déjà, sur Tocsin, évidemment, chers amis, vous l'avez tous suivi, parce que tout le monde écoute Tocsin, Philippe Perlin, donc économiste, a relevé une nouvelle attaque, a révélé même une nouvelle attaque en cours sur votre épargne. Le gouvernement veut obliger les gestionnaires d'assurance vie et de plans épargne retraite à investir dans des actifs très risqués et peu régulés. Alors, on imagine normalement qu'il devrait le faire. L'inverse est protéger nos épargnes, mais que se passe-t-il encore? On a l'impression qu'on marche sur la tête, là, Guy. Oui, je vous avoue, quand j'ai entendu Philippe Perlin lever cette espèce d'énorme livre, c'est très très grave ce qui est en train de se passer. J'ai été vérifier le truc 3-4 fois, ça a été sourcé dans les échos, ça commence à faire du bruit, parce qu'il se trouve qu'à l'automne dernier, on a passé une loi qui s'appelle la loi Industrie verte, et que comme souvent, il y a des petits articles qui sont perdus dans ces lois-là, dont une qui a ouvert la voie euh, à un seuil minimum d'actifs non cotés, donc c'est-à-dire des actifs qui ne sont pas en bourse, qui sont donc peu régulés et plutôt très risqués généralement, dans les assurances vie et plans épargne retraite sous mandat de gestion. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez donné la gestion de votre épargne à un gérant, à un banquier, eh bien, celui-ci peut être obligé par le gouvernement à vous mettre un seuil minimum jusqu'à 15% dans votre épargne. Ça va concerner beaucoup l'épargne d'entreprise, qui est très souvent sous mandat de gestion. Et ça, c'est très bizarre parce que les assurances vie et les PER d'assurance ne sont pas faits pour ce genre d'actifs. C'est vraiment pas, ces produits ne sont pas faits pour. Il y a plein de raisons légales pour ça. Et pourtant, donc, on a les décrets d'application suite à cette loi de cet automne qui sont en ce moment en train d'être rédigés au Conseil d'État. Et vraiment, dans cette affaire, c'est que le régulateur, le gouvernement, est censé faire exactement l'inverse. Comme vous dites, il doit encadrer les risques, il doit protéger les épargnants et investisseurs. En particulier, en France, ça fait 3 ans qu'on a des investisseurs en assurance vie qui ont leur épargne bloquée à cause justement d'investissements dans des actifs non cotés. C'est les fameux fonds H2O. Alors, enfin, fameux, pour moi, c'est fameux. Après, Oui, je pour pas moi, sûr. c'est pas très fameux pour tout vous dire. Ouais. On est d'accord. Mais il faut imaginer, vous avez des gens. Alors, c'est sûr que c'est des gens qui ont investi en unité de compte. C'est pas le fonds euro super pépère, mais des gens qui ont eu des banquiers à qui ils ont fait confiance, qui ont leur fonds bloqué depuis plus de 3 ans. Mm. Donc, et il faut, et c'est là où j'ai voulu continuer un petit peu le travail de Philippe Perlin, c'est de se demander, mais pourquoi est-ce que ce truc-là nous tombe sur le coin du nez maintenant? Pourquoi est-ce que l'État marche sur la tête et fait l'inverse? Mais vraiment, c'est très grave ce qui se passe. Et je voudrais donner un petit peu de contexte et rajouter un petit peu. Parce que bien évidemment, si vous leur demandez, ils vont vous dire, mais c'est évidemment pour financer la transition énergétique et climatique, hein, et mon cul c'est du poulet, parce qu'il faut bien apporter de l'argent pour transformer considérablement notre industrie et en faire de l'industrie verte. C'est bien évidemment du flanc complet. Et je voudrais donner 2 éléments de contexte très importants. Et le premier, c'est que l'impulsion de cette manœuvre nous vient, comme toujours, où ça, de Bruxelles. Et quand vous avez Bruxelles dans ces questions financières, très généralement, vous avez BlackRock derrière, et on n'y coupe pas. Ouais. Euh, qui vient nous faire, je pense, à mon avis, de la concurrence déloyale. Euh, Ça fait à peu près 10 ans que Bruxelles voudrait flécher une partie de notre épargne, vers ses actifs risqués, dans des fonds qu'ils appellent LTIF, encore un méchant acronyme, qui signifie Fonds européens d'investissement de long terme. Il se trouve que ces fonds sont un échec. Vous avez depuis 9 ans seulement 10 milliards qui avaient été investis, jusqu'à ce que Bruxelles décide d'assouplir considérablement ce cadre d'investissement, cadre assoupli qui est entré en vigueur quand? Eh bien, ce 10 janvier, là, à l'instant. Et comme toujours, donc, comme je vous le dis, quand vous avez Bruxelles à la manœuvre, vous avez BlackRock qui est jamais loin. Oui. Et au Et quand vous avez travers, BlackRock, vous pouvez vous méfier. ah oui, ça il faut toujours. BlackRock, c'est pas notre ami. Et BlackRock France en l'occurrence, hein, et Azimut Holding, qui est une société de gestion italienne dont BlackRock est le premier actionnaire, Mm.
sont le premier pourvoyeur de ces actifs. C'est eux qui ont créé le plus de ces fonds, hein. Un quart des fonds qui ont été ouverts depuis 9 ans sont créés par ces deux sociétés de gestion, donc BlackRock et Azimut. Et c'est pas du tout impossible que cette réglementation puisse favoriser BlackRock, qui s'est positionné de longue date sur ce cadre d'investissement. Ça serait un peu une sorte de concurrence déloyale par la réglementation qui donnerait un avantage compétitif à BlackRock, qui a du mal à trouver sa place en France, hein. Ils mettent des coups de boutoir, mais on n'y est pas encore. Bon, après, le second élément, lui, est beaucoup plus important. Le second élément, c'est que le marché européen, donc du capital risque, de ces actifs non cotés ou private equity, Mmh. n'est pas en bonne forme, mais pas en bonne forme du tout. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a eu un afflux record de liquidités vers ces actifs non cotés en 2022. Il y a énormément d'argent qui se sont investis. Qui sont liés à quoi ça, à votre avis? Au manque de confiance justement sur le reste du marché, donc on préfère mettre notre argent ici? Non, c'est parce que vous avez eu, avec le Covid, vous avez eu énormément de liquidités qui se sont libérées. Et que vous avez aussi eu énormément les banquiers ont beaucoup poussé parce que vous avez beaucoup plus de commissions, les commissions sont beaucoup plus fortes. Mmh. Euh, c'est vraiment, c'est une époque où on était avant le resserrement monétaire, avant qu'il devienne vraiment effectif. C'est la fin de cette espèce de grosse folie financière qui nous a pris après le Covid. Et donc, vous avez eu cet afflux énorme de liquidités. Et la NAS s'est refermée en 2023, en particulier en Europe, où, dans le jargon, on parle des exits. C'est-à-dire que, bien évidemment, quand vous investissez dans une entreprise non cotée, ce qui est très important, c'est quand vous allez pouvoir la revendre ou l'introduire en bourse. C'est à ce moment-là que vous allez générer la plupart de vos plus-values. C'est à ce moment-là qu'elles sont réalisées. Et eh bien, ces sorties cette année ont baissé de 25%. Vous avez un effondrement des sorties en Europe, et ça, c'est dans l'ensemble du non-coté. Et vous avez une baisse qui est encore plus radicale si vous regardez les sociétés de moins de 1 milliard d'euros de valorisation, qui sont le cœur justement de ces actifs. Les actifs sont même à peu 500 millions. Et donc, vous avez un risque énorme actuellement pour ces investisseurs de la dernière heure qui sont rentrés en 2022 et qui, en fait, sont rentrés trop tard, de se faire rincer par un effondrement de la liquidité. Et en particulier en Europe, où vraiment le marché est pas en bon état. Et en gros, il est plus qu'urgent de passer le mistigris et d'essayer de se trouver un gentil couillon qui veuille bien racheter l'investissement qui risquerait de plus valoir grand-chose bientôt. Mmh. Donc à qui est-ce qu'on va refiler le mistigris? Eh ben, c'est à nous. C'est nous les petits couillons, C'est nous les petits couillons. Eh oui. Et si je surtout, vous résume. vous imaginez bien qu'on va pas être d'accord, donc tant qu'à faire, on va obliger votre banquier à le faire pour nous. Oui, et puis on va pas vraiment nous prévenir. Eh ben non, surtout pas. D'accord. On va vous dire: «Non, vous inquiétez pas, on s'occupe de vous». Mmh. Tout ça va bien se passer. Et pour vous donner encore un peu plus de contexte, en France, on a un champion du private equity qui s'appelle Ardian. Ardian, c'est l'ancienne filiale de capital risque d'AXA, Mmh. heu et qui, en 2020, a levé un des plus gros fonds de private equity, le plus gros fonds de private equity sur le segment des secondaries, c'est-à-dire les sociétés déjà matures. Souvent, quand vous faites du capital risque, vous allez chercher des petites sociétés que vous voulez faire croître, mais vous pouvez aussi aller faire ça sur des entreprises matures. Et Ardian, c'est comme un gros bébé qui pèse 100 milliards d'euros. Et en fait, Ardian, alors eux-mêmes sont une entreprise non cotée, donc c'est compliqué d'avoir beaucoup de chiffres sur eux, mais de temps en temps, on peut lever un petit voile sur ce que ces gens font, et c'est pas joli joli. On a notamment en 2020, on avait eu une enquête par Maxime Renaï et Le Média. C'est une enquête qui a été qui s'était arrêtée trop vite, mais ils avaient commencé à lever des trucs. Et notamment, ils avaient révélé qu'Ardian avait investi massivement dans Mubadala, qui est le fonds souverain d'Abu Dhabi, et qu'au travers de Mubadala, eh bien, Ardian a investi dans le Catastrophic Vision Fund de SoftBank. C'est des gens qui avaient investi dans WeWork à l'époque. Vraiment, c'est une catastrophe industrielle, le Vision Fund de SoftBank. Mais ils ont aussi investi en 2020 dans des actifs militaires russes. Donc, Mmh. j'imagine qu'aujourd'hui, ils ont probablement dû abandonner tout ça. Et Ardian, on a aussi appris il y a quelques jours
qu'ils ont fini par lâcher l'ancienne SFAM, qui s'appelle aujourd'hui Indexia, qui est une société de courtage en assurance qui s'est fait connaître parce que souvent, quand vous achetiez à la FNAC des produits, on essayait de vous forcer une assurance sur ce produit. Euh, et donc, vous avez un très gros scandale là-dessus sur la SFAM, enfin, ce qu'ils appellent maintenant Indexia, avait des collusions avec la FNAC. Et Ardian avait investi énormément là-dessus. Et donc, ils viennent aussi de prendre leur perte. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez comme ça des très grosses sociétés qui ont Oui. des portefeuilles. Quand on commence à regarder, ils ont éventuellement, Ardian, encore une fois, c'est compliqué de le voir, mais ils ont éventuellement des pertes potentielles importantes qui, il faut vraiment les donner le plus vite possible. Et encore une fois, faut, ce coup-là, H2O, donc le fonds où vous avez des épargnants qui ont Oui. leur épargne gelée depuis 3 ans, c'est pas rien, 3 ans. Mmh. Exactement ça, c'était un homme d'affaires allemand qui avait des sociétés non cotées, qui voulait reprendre, qui a pas réussi à faire ça. Un fonds anglais qui investissait sur lui, et puis derrière vous aviez un gentil banquier qui vous packageait tout ça en vous disant ah c'est super, vous allez avoir un super rendement, et puis ces gars-là c'est les stars de la finance, vous allez voir avec eux vous êtes couverts. C'est vraiment le risque actuellement, c'est que plutôt que de nous protéger contre ce genre d'appétit de haute finance, eh bien l'État nous force à aller là-dessus. Mais Donc c'est en fait, la solution, Guy, parce que là, il y en a beaucoup qui réagissent ici, qui nous disent: «Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait?» Et on peut, se dire, finalement, notre meilleure assurance vie, c'est encore, s'acheter un petit lopin de terre et non, mais je sais pas à qui on peut faire confiance aujourd'hui? à qui vous pouvez faire confiance quand l'assurance vie, moi, ça fait une éternité que je dis qu'il faut surtout, c'est un produit qui est absolument obsolète. L'assurance vie, c'est un produit qui avait de l'utilité quand il servait à financer la dette française. Il se trouve que la Banque centrale européenne c'est la Banque centrale européenne qui finance maintenant la dette Mmh. française en notre place, et du coup ils ont plus besoin, l'État a plus besoin de notre argent d'assurance vie, du coup ils nous sacrifient, ils n'en ont rien à faire. Mmh. Et donc vraiment ce produit est obsolète pour plein de raisons. Cette année, on en parlait la semaine dernière, vous avez des rendements qui sont catastrophiques au vu de l'inflation. Et donc, il faut en sortir. Et après, ben, quand vous êtes à des niveaux aussi fous à la fois monétairement et politiquement, et à un moment, il n'y a plus le choix. Il faut avoir un peu d'or physique. Oui. Effectivement, un lopin de terre, de l'immobilier. Le lopin de terre, on a beaucoup fait les Cassandres sur l'immobilier, à mon avis à tort. Si aujourd'hui, l'immobilier résidentiel dans des petites villes de province bien gérées, vous avez de très belles choses. Moi, dans ma ville, j'ai pas eu de baisse immobilière, hein, j'aimerais bien, mais Oui. Mais donc oui. Oui, il y a beaucoup de sujets sur l'immobilier, mais ça, on peut nous emmener sur un autre sujet immédiat. Merci en tout cas beaucoup, Guy de Lafortelle, pour cet avertissement. Je rappelle que vous êtes fondateur de la lettre de l'investisseur sans costume et évidemment associé et fondateur de Toxin. Merci beaucoup, Guy de Lafortelle. Et tout de suite, chers